Bonjour, on est le 2 janvier 2026. On est le 2 janvier 2026 avec une météo qui est, bon, avec des neiges fondantes. On a des neiges fondantes. Ça tenait un tout petit peu au sol jusqu'à un moment où la pluie a supplanté, du fait de la température, la pluie a supplanté cette neige, mais qui ne tenait pas du tout. On s'est retrouvé avec légèrement un petit peu de neige qui n'a pas tenu. Maintenant, on se retrouve avec des pluies. Alors ici, je vais voir une vidéo très importante, bon, pour comprendre les b.a.-ba de la chimie, c'est la réaction chimique. Voilà. Je vais faire juste une petite vidéo qui va concerner, je veux dire, quelques observations empiriques et bon, quelles sont les conditions minimales pour avoir une réaction chimique et les signes visibles de l'existence d'une réaction. Quels sont les signes? Et alors, quelques exemples de réactions chimiques. Je donnerai quelques exemples de réactions chimiques. Donc, la réaction chimique, alors la réaction chimique, tout d'abord, il faut, quand on parle de réaction chimique, ça se passe par rapport à un système. C'est dans un système. Tout se passe dans un système. Donc, il faut définir un système où se passe la réaction chimique. Donc, il y a toujours cette notion de système qui intervient comme en mécanique, comme en thermodynamique, comme en mécanique des fluides. Bon, à tout moment, on parle d'un système. C'est un système qui est soumis à une réaction chimique. Alors, vous savez très bien que si je prends le système qui est l'univers, dans l'univers, il y a une infinité de réactions chimiques dans l'univers. Sur Terre, il y a d'innombrables réactions chimiques. D'ailleurs, on est confronté notamment avec ces pollutions chimiques. Hein. Euh, quand on est au-dessus d'une certaine norme, voilà, qui est justifiée par un laboratoire qui décide quand est-ce qu'on a une pollution, quel est le seuil quel est le seuil pour définir une pollution. Voilà, c'est des laboratoires spécifiques, voilà, qui attribuent, je veux dire, la toxicité, voire le degré de pollution euh, d'un environnement ou d'un système ou d'une matière en fonction de ce qui est défini par un laboratoire. C'est des définitions qui vous disent quand est-ce qu'on a une toxicité, quand est-ce qu'on a une certaine forme de pollution. Vous aurez compris que si on a très peu d'air pollué par les émissions de CO2 des véhicules ou des usines, on dira que l'environnement n'est pas forcément pollué, alors que effectivement il y a une certaine forme de pollution, mais qui ne dépasse pas un certain seuil, voilà, où on devrait tirer la sonnette d'alarme au travers de ce seuil qui est dépassé. Ici, bon, tant qu'on est en dessous du seuil, il n'y a pas de problème. On dira que l'environnement est légèrement pollué, sans plus, mais on ne tire pas la sonnette d'alarme parce que l'environnement est un petit peu pollué. De toute façon, l'environnement est toujours pollué. Hein. Il y a toujours des voitures qui circulent en pleine journée, il y a toujours les usines qui tournent. Et donc, on a toujours, voilà, on baigne dans une pollution qui est factuelle. Donc il faut définir un système. Alors si je prends par exemple le corps humain, il y a d'innombrables réactions chimiques qui se passent dans le corps. D'ailleurs, les maladies, beaucoup de maladies sont dues au fait que les réactions ne se passent pas correctement, du fait que voilà, on a peut-être des hormones qui ne font pas leur travail, voire des organes qui ne font plus leur travail par vieillesse, euh, par mauvais fonctionnement de l'organe lui-même. Alors l'organe peut être pris comme un système. Hein. Voilà, si je prends le foie a de multiples fonctions. Donc si certaines fonctions ne sont pas réalisées dans les règles de l'art, dans la normale, dans la normalité, alors qu'est-ce que c'est qu'encore la normalité? Encore faut-il définir la normalité. Alors par exemple pour les prises de sang, quand on fait une prise de sang, quand est-ce que c'est anormal? Mais c'est quand on ressort, voilà, de la gamme stipulée par, voilà, les personnes qui ont décidé heu, heu, qui ont décidé quand est-ce que c'était hors de la gamme. Par exemple, prenez un,
les ions potassium, les ions potassium, bon, en avoir dans le corps, c'est bien. En avoir de trop, c'est mauvais. Et pas en avoir assez, c'est pas bon. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Il faut une gamme. C'est une gamme. Donc, on- dans un système, on définit qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est polluant, qu'est-ce qui est dégénératif, qu'est-ce qui est hors gamme. Hors gamme. Donc, le monde ici, la Terre et l'univers est baigné d'éléments chimiques et donc de réactions chimiques. Alors il existe des millions et des millions de réactions chimiques hein, à tous les niveaux. Et c'est là qu'intervient, bon, on va scinder, euh, les différents types de chimie. Alors là, il y a la chimie de l'agroalimentaire pour fabriquer des aliments, voilà, tout ce qui va intervenir dans un processus alimentaire. On a la chimie, voilà, des formations des étoiles, la chimie, voilà, du corps lui-même, alors que je vous ai dit, dans le corps, il y a d'innombrables réactions. Euh, voilà, il y a la biochimie, il y a la chimie du vivant, pas forcément que des êtres humains, mais aussi des plantes et des animaux. Les animaux. Donc c'est pour vous dire que on va retrouver, par exemple, euh, dans le métabolisme cellulaire, ben, euh, alors je rappelle qu'un métabolisme, c'est une succession de justement de transformations dans le corps vivant, c'est-à-dire des transformations qui sont de type biochimique, hein, puisque c'est vivant. Voilà, transformations biochimiques qui s'opèrent dans, on va dire, la cellule, on va dire en plusieurs étapes, hein, avec libération ou absorption, on va dire, d'énergie. Alors, on va dire que lorsque le produit final de la réaction est une plus grosse molécule que celle de départ, donc on a une plus grosse molécule euh, qui a été formée, voilà, à ce moment on parle d'anabolisme. Et dans le cas contraire, si on a une réaction où on a une plus petite molécule que celle de départ, on a ce qu'on appelle du catabolisme. Alors, je peux citer par exemple 3 métabolismes hein, dans le corps ou dans voilà, ce qu'on retrouve en biochimie. On a la photosynthèse et la synthèse protéique qui sont des anabolismes. Donc photosynthèse et synthèse protéique, donc la synthèse des protéines, hein, c'est un processus d'anabolisme. Anabolisme, c'est-à-dire on va dans la photosynthèse et la synthèse protéique, on aura des plus grosses molécules que celles qui sont initiées au départ. Alors maintenant, si je prends une autre réaction de métabolisme biochimique, je prends la respiration. Là, la respiration, ça, c'est un catabolisme. C'est-à-dire qu'on part d'une grosse molécule pour arriver à une plus petite molécule. Donc, vous voyez, photosynthèse et synthèse protéique, ce sont des anabolismes. Alors que la respiration, c'est du catabolisme. Donc, vous voyez que les systèmes sont divers et variés. Alors, par exemple, si je prends un laboratoire qui est par exemple le laboratoire Sandoz, je crois qu'il est en Suisse, c'est un laboratoire suisse, les Suisses ont d'innombrables laboratoires de chimie qui fabriquent voilà, des médicaments. Donc on a le milieu de l'agroalimentaire, le milieu de la construction, de la fabrication des médicaments, le milieu voilà, des réactions qui sont de type terrestre, la Terre a ses processus indéniables voilà, chimiques, l'univers, la Terre, les êtres vivants sur Terre, sur mer et sur air, tous ont un environnement baigné de chimie et donc de réactions chimiques. De réactions chimiques. Donc, vous voyez que le tout en chimie, il existe des millions, hein, des millions et des millions je vous l'ai dit, de réactions. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, il existe d'innombrables réactions chimiques. Et la réaction chimique, on peut la trouver dans tout environnement, dans tout système. Dans tout système, on peut avoir une réaction chimique. Donc, encore faut-il définir ce qu'est le système de départ. Voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est que. Donc, je vous disais que le laboratoire Sandoz, qui fabrique des produits chimiques. Alors, quand vous rentrez dans un laboratoire de chimie tel que le laboratoire Sandoz, qu'est-ce qui frappe aux yeux? Ben, c'est tout le matériel, matériel de chimie hein, euh, qui baigne dans le laboratoire. Notamment, on retrouve beaucoup euh, voilà, d'Erlenmeyer, de Berlin, etc. Du matériel en verre.
C'est beaucoup de matériel en verre qu'on retrouve. Et c'est ce qui est frappant quand on rentre dans un tel laboratoire. Ouais. C'est ce qui est le plus frappant. Et donc, ici, réaction chimique, ben, on aura une transformation de la matière. C'est surtout ça, réaction chimique. On aura une transformation de la matière. Donc une réaction, justement, bien sûr, on a un effet temporel, hein, parce qu'une réaction, c'est temporel. Si on prend par exemple une explosion, ça se dure de manière très, très ponctuelle. Maintenant, si on prend une réaction, je veux dire, sur des millions d'années, par exemple la formation de la Terre, etc., ça c'est sur base de formation sur des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc là, ça prend du temps. Donc c'est un événement, hein, on va dire, c'est un événement temporel avant tout, hein. C'est quelque chose de temporalisé. On fait une réaction à un moment donné, à un moment donné. Et donc, on regarde qu'est-ce qui se passe après un autre instant. Donc, on va établir une réaction chimique à partir d'un temps T1. Bien sûr, on va faire des mélanges. Pourquoi pas, on peut faire des mélanges. Alors, la réaction chimique, c'est pas forcément qu'une seule équation bilan, hein. Ça peut être une succession, voilà, d'opérations, voilà, qui vont donner l'équation finale, hein. On n'a pas toujours une seule réaction en chimie. Parfois, il faut faire plusieurs étapes pour faire une réaction chimique. Donc, 5 étapes, 3 étapes, peut-être 10 étapes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le processus, hein. Le processus va se dérouler en plusieurs étapes. On peut avoir des processus de fabrication alimentaire ou peu importe de médicaments, processus qui peut se faire en plusieurs étapes dans plusieurs appareillages, hein. Plusieurs étapes. C'est pas forcément une étape. On peut avoir des réactions à une étape, mais on peut avoir des réactions qui sont des processus à plusieurs étapes, et notamment des processus industriels. Et donc à ce moment-là, il faut un environnement industriel avec des machines lourdes, du personnel qualifié, et ainsi de suite, pour pouvoir produire voilà, les produits nécessaires aux besoins de l'entreprise ou de l'usine chimique. Donc ici, une réaction chimique, c'est avant tout euh, des réactifs de départ qui peuvent être aussi nombreux euh, vers quelque chose de produit. Donc ici, ce sont les produits. Au départ, on a des réactifs. On va faire réagir des réactifs. Alors, on peut avoir plusieurs réactifs, hein, voilà, qui réagissent entre eux. Euh, plusieurs réactifs. Et qui vont donner plusieurs produits, voire un produit ou plusieurs produits. Voilà. Donc ici, je mettrai les réactifs, bien sûr. On peut en avoir qu'un seul. Euh, disons qu'il faut des réactifs. Il faut des réactifs, voilà, qui vont donner un ou plusieurs produits. Il faut des réactifs, voilà. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est que les réactifs? Ben, c'est les corps qui rentrent en réaction, hein. Donc on a des éléments chimiques comme ceci, voilà, des éléments chimiques. Voilà, on les fait rencontrer, hein, c'est une rencontre, hein. Alors je vais expliquer pourquoi j'utilise ce mot rencontre par après. Voilà. Ce sont des corps, des corps, des corps. Alors ces corps peuvent être solides, liquides ou gazeux, voire un corps spécial qu'on retrouve dans le Soleil, qui a une forme plasma. Plasma, voilà, qui est un corps, voilà, c'est un état spécial, hein, le plasma qu'on retrouve dans le Soleil. Voilà. Et donc, il y a une rencontre de corps, hein, peu importe leur état. Alors, on peut avoir un mélange d'états, on peut avoir du liquide, plus du solide, plus du gaz, voilà, et ainsi de suite. Bon, c'est pas forcément tous le même état, hein. Ils sont pas tous dans le même état. On peut avoir tout dans le même état, comme on peut avoir des états différents qui réagissent au niveau des réactifs. Et idem pour les produits. Alors bien sûr, la réaction, si elle est non totale, voilà, si elle va dans les deux sens, euh, c'est-à-dire que si on a du A plus B qui va donner du C plus D, ben, une réaction qui est comme ceci, on va retrouver dans la réaction à la fin. Donc ici, ce sont les produits, hein. Les produits et A plus B, ce sont les réactifs.
Bon, on peut retrouver du A, du B, du C et du D en finalité. Pourquoi? Parce que elle est non totale ici. Contrairement à une réaction totale, on a A plus B donne du C, là, la réaction va dans ce sens-là. Ben là, à ce moment-là, à la fin, on va retrouver plus que du C. Tout a été transformé, le AB a été transformé en C. Bon, maintenant, il faut voir les définitions de réaction totale, parce que s'il y en a un des deux qui est consommé, certains disent que, je veux dire, supposons qu'il reste du B, mais en tout cas, le A a été consommé, la réaction est totale aussi, hein. Voilà, s'il reste, c'est parce que le B était consommé, donc, enfin, le A était consommé, donc même s'il reste du B, c'est total aussi. Ça veut dire qu'ici, on aura le A est en défaut par rapport à B dans la réaction stoichiométrique. On va dire ça comme ça. Alors, donc je disais, la chimie, c'est quelque chose d'abord euh, qui peut être soit naturel, par exemple, les réactions qui se passent au niveau de la Terre, euh, réactions naturelles, au niveau de la Terre, de l'univers, euh, du métabolisme, des réactions biochimiques, voilà, des plantes, la photosynthèse, et tralali, tralala. Tout ça, c'est, on va dire, c'est du naturel qui se passe, je veux dire, dans les règles de l'art, de la nature. Maintenant, à côté de ça, il y a des réactions, je veux dire, de type provoquer, hein, provoquer. Et là, euh, les provoquer, généralement, c'est l'homme qui fabrique, hein. Il fabrique donc, on rentre dans les processus industriels de fabrication de produits chimiques, hein, qu'ils soient des produits chimiques organiques, euh, organiques ou non. Par exemple, je prends les plastiques. Les plastiques, ben, c'est fabriqué par l'être humain. On fait tout un processus pour fabriquer des plastiques. Voilà, qui provenant de la chimie organique, hein. Chimie du monde du vivant. Alors, la chimie organique, bien sûr, vous aurez compris que c'est du carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote associés, principalement associés. Et donc, dans les hydrocarbures, on retrouve des chaînes carbonées. Alors, le sucre, c'est aussi des chaînes carbonées. Alors, le carbone qu'on retrouve beaucoup sur Terre, hein, il y a beaucoup de carbone sur Terre. Voilà, le sucre et les graisses qui sont du carbone, qui vont intervenir dans les réactions de combustion. Voilà, dans les réactions de combustion. Donc, une des principales réactions, qui est la réaction de combustion. Qui était une réaction d'oxydoréduction, hein. La combustion, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, vous voyez que le carbone intervient beaucoup, énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, puiser du carbone de la Terre, le rejeter dans l'atmosphère, on va se retrouver avec une saturation de carbone dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on essaie de réduire le taux de carbone pris sur Terre, rejeté dans l'atmosphère. Alors, il y a aussi du carbone en mer, hein. Le carbone, il est partout. Il est en mer, il est dans la croûte terrestre, enfin, il est sur Terre, dans la croûte terrestre, et il est dans l'air. Mais le tout, c'est... euh, voilà, c'est de faire en sorte d'avoir un équilibre. Mais l'équilibre n'est pas avec voilà, l'usage depuis la découverte du charbon et du pétrole, bien sûr, et du gaz, pétrole-gaz, hein, eh bien, le carbone est fort utilisé sur Terre. Et donc, on a un déséquilibre, voilà, euh, de carbone dans l'atmosphère. Quand je dis sur Terre, c'est en atmosphère, parce que sur Terre, il y a beaucoup de carbone. D'ailleurs, le charbon, il vient d'où? Le charbon, c'est du carbone qui vient de la croûte terrestre, hein. Le charbon et le pétrole, tout vient de la croûte terrestre. Alors, le charbon, il y en a énormément sur Terre, hein, je vous le dis tout de suite. Comme il y a beaucoup de fer sur Terre, et ainsi de suite. Alors, fer, c'est pas pour rien que la Terre est un aimant. Il tourne, c'est un morceau de fer qui tourne. Donc, un morceau de fer qui tourne. Enfin, il y a beaucoup de fer qui tourne avec du carbone. Enfin, surtout du fer. Ça fait aussi un aimant. Alors, on a quelque chose de magnétique. Donc, on a des pôles magnétiques sur Terre. Alors, voilà. Donc, les réactions sont de tout type. Soit provoquées par l'être humain, soit subies. Elles peuvent être subies, hein, subies ou provoquées. Elles peuvent être naturelles ou provoquées. Alors, des exemples de réactions, on peut en donner une infinité de types de réactions, mais bon, vous connaissez par exemple la décoloration de l'eau de Javel.
décoloration par l'eau de Javel. Alors, l'eau de Javel qui est l'hypochlorite de sodium, NaClO, voilà, qui est un agent de blanchiment, mais aussi de désinfection. Alors, vous pouvez avoir un autre exemple, c'est le tirage tirage photographique. Alors, maintenant, on est à la photo numérique, mais s'il faut faire un tirage papier, voilà, tout ce qui est encre, encre pour impression, ben, c'est de la chimie, hein. Tout ce qui est journaux, on va sortir les journaux, ben, c'est de l'encre. Voilà, on va faire rouler de l'encre, écrire voilà, des articles, et on va mettre de l'encre et tout ça, c'est bien sûr déjà à l'origine le papier c'est chimique. Le papier, c'est un papier, on va dire spécial, c'est déjà chimique et les encres sont chimiques. Alors ceux qui travaillent dans le bâtiment, tout ce qui est durcissement de colle, colle bâtiment, je parle de colle bâtiment ici, parce que les colles en général c'est chimique, mais moi je parle ici principalement de bâtiment, parce que le colle on peut en retrouver partout, hein. Colle à bois, colle à, euh, colle à colle pour béton, colle, il y a toutes sortes de colles. Dans un magasin de bricolage, vous allez trouver d'innombrables types de colles qu'on retrouve sous forme voilà, de, voilà, une espèce de petite carotte comme ceci. Voilà. Et voilà, ce sont des cols. Si on vient avec un, un petit outil pour pouvoir ressortir ici la colle. On fait une pression sur sur, le tube, voilà, c'est un tube, hein, et ressortir la colle en faisant une pression avec un outil spécial. Un outil spécial. On est plutôt comme ça. Alors on vient pousser sur la colle. Alors des colles, il y en a toute une panoplie, comme je l'ai dit, de colle. Il y a toute une panoplie de colle. Colle à bois, c'est des colles à matériaux, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc le durcissement des colles ou du mortier euh, ou, ou du ciment ou du béton, voilà, tous ces durcissements-là qui se font avec le temps, bien sûr, il faut laisser agir avec un temps. Ouais, voilà, par exemple, le mortier, si vous mettez euh, une chape, euh, il faut laisser agir pendant 4 jours sans marcher dessus. 4 jours. Il faut laisser 4 jours. Ouais, donc le temps à avoir. Hein. Le temps à avoir. Vous voyez que c'est des réactions chimiques qui se font avec le temps. Alors, bien sûr, dans le bâtiment, on retrouve aussi du plâtre. Hein. Il faut laisser le plâtre agir pendant un certain temps pour qu'il se durcisse, parce qu'au départ, c'est un mélange qui est liquide. D'ailleurs, on y met de l'eau, hein, que ce soit le ciment ou le plâtre. Voir le mortier, voir le béton, tout ça, il y a voilà, une réaction avec de l'eau. Alors, on a par exemple la formation de l'ozone, O3, hein, qui se passe dans l'atmosphère. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de réactions telles que la photosynthèse. Photosynthèse, combustion. Alors, combustion, on a énormément des combustions, voilà, notamment les voitures. Les voitures, des systèmes, voilà, à combustion. Hein. Les voitures thermodynamiques, à combustion. Où on fait un mélange, voilà, air essence si c'est à essence. Si on peut utiliser du diesel comme carbone. En tout cas, dans l'essence c'est du carbone. Si on peut utiliser du diesel qui est du carbone. Et donc, tous ceux qui allument leur voiture, ben, je veux dire, ça se fait avec de la température. De la température et donc de l'énergie qui est en jeu. Alors, bien sûr, dans toutes les réactions, il y a de l'énergie qui va, euh, qui va intervenir. Alors, quelle est la condition minimale? Condition minimale pour qu'une réaction puisse se produire.
condition minimale, mais il faut que les réactifs se rencontrent. Il faut une rencontre des réactifs. Il faut une rencontre des réactifs parce que les réactions à distance, ça n'existe pas. Il faut une rencontre. Même si c'est un gaz, hein, supposons que vous êtes dans une pièce, on a un gaz, mais le gaz, bon, pour qu'il atteigne l'être humain, donc il faut une rencontre pour qu'il y ait réaction, hein. Sinon, je veux dire, si le gaz est isolé, la personne n'aura jamais de réaction chimique avec le gaz, hein. Donc, il faut une rencontre des réactifs, puisque les réactions à distance n'existent pas. Bon, c'est une condition minimale, hein, parce que c'est pas dit que, même en se rencontrant, c'est pas dit que la réaction va avoir lieu. Alors parfois, il faut, on va dire, penser comment faire en sorte qu'une réaction qui ne se produise pas va se produire. On va tenter de la provoquer. On va la provoquer. Comment? Ben, par exemple, en ramenant d'autres réactifs qui vont jouer le rôle de catalyseur, voire d'autres réactifs qui vont initier la réaction, et ainsi de suite. Bon, il y a toute une panoplie voilà, de possibilités qui sont données pour initier une réaction si elle ne veut pas se faire. Donc, même si, si les réactifs se rencontrent, c'est pas dit que ça va avoir lieu. Mais en tout cas, c'est déjà ça. On a déjà une condition minimale qui est déjà propice à la réaction, c'est que les réactifs sont déjà là, en présence. Ils sont mis en présence. Maintenant, est-ce que la réaction va avoir lieu ou pas? Ça, maintenant, il faut, on va dire, penser les choses pour que ça se passe. C'est-à-dire, euh, il faut prendre les devants. Prendre les devants pour voir comment peut-on lancer une réaction qui ne veut pas s'amorcer. Donc il faut un contact intime des réactions, c'est ça la condition minimale. Donc quand je dis condition minimale, qu'est-ce que j'entends par condition minimale? Ben, vous aurez compris que c'est une condition nécessaire, hein. Minimale, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est une condition, c'est nécessaire, hein, pour que la réaction puisse avoir lieu, mais c'est pas dit qu'il va se faire, parce que ça ne suffit pas. En tout cas, il faut déjà ça. Il faut déjà ça, mais ça ne suffit pas pour que la production, enfin pour la réaction pour que la réaction se fasse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme, euh, comme condition pour que ça puisse se faire? Quelles sont des conditions pour que puisse se faire? Ouais, je vous l'ai dit, on peut jouer sur des températures, voir les lois de Le Châtelier, la température, la pression, toujours voir les lois de Le Châtelier, ra- ramener des catalyseurs, initiés par des réactions de déclenchement, de réactions de déclenchement, on va dire premier, c'est-à-dire on va faire on va faire réagir avec d'autres produits pour que ça se déclenche, et puis après on va passer à l'étape de voilà de la réaction qu'il nous faut. Donc on va faire réagir avant des choses, avant qui n'ont rien à voir, juste pour faire déclencher la réaction, et puis après on pourra passer à la. Bon, donc il faut, comme je dis, le tout c'est de penser, hein, penser à trouver euh, les moyens, les moyens. Maintenant, bien sûr, il faut mettre les bonnes proportions, hein. Il faut mettre les- euh, remplir les conditions euh, de proportionnalité aussi, hein. Bon, c'est un moyen aussi. Par exemple, si tout est en défaut,
il n'y a rien qui va réagir. Donc voilà. Donc il faut au moins un qui soit en excès, l'autre en défaut. Ça, on peut commencer à initier. Voilà, on peut. Voilà. Mais le tout, c'est de voir, voilà, comment faire pour lancer la réaction. Ça ne se fait pas automatiquement. Voilà, c'est comme, on va dire, le chimiste est là pour doser correctement, pour jouer sur la bonne température, la bonne pression. Voilà, s'il ne faut pas des autres molécules à, à mélanger avant d'établir la réaction et ainsi de suite. Et ça, c'est tout le jeu du chimiste, hein. C'est tout le jeu du chimiste au travers des process et bien sûr du matériel qui lui est, je veux dire, dans un processus chimique, en industrie, ben, il a voilà, des ordinateurs où il peut manipuler certaines, réguler, il peut faire de la régulation, il peut réguler certaines choses au travers de la température, de la pression, voilà, la rajout de catalyseurs, voilà. Bon, attention qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, hein. Bon, c'est des gens compétents, hein. Il faut une certaine compétence c'est-à-dire compétence avec une formation derrière et c'est pas que avec une expérience. Il faut la compétence, c'est de la formation plus de l'expérience. Voilà. Pourquoi? Parce que on fait pas n'importe quoi. Imaginez que vous produisez du produit qui n'est pas qui n'est pas le bon produit, qui n'est pas la bonne quantité, voilà, les bonnes proportions, on va dire. Les bonnes proportions, voire vous êtes trompé. Si vous êtes trompé, un produit, ça coûte hein, pour l'entreprise. Une fois que vous êtes dans un processus industriel, ce qu'on vous demande de faire, c'est pas de vous tromper, parce que si vous vous trompez, on va chercher quelqu'un d'autre, hein. Si on peut se tromper une fois, mais ça, ben, c'est coûteux de se tromper, hein. Voilà, si on lance un processus de fabrication avec voilà, une erreur, c'est pour ça que dès le départ, la régulation et dans les process, il faut tout être parfait. Être parfait dans ce qu'on fait. C'est-à-dire celui qui va manipuler la chromatographie voilà, sur papier ou par phase gazeuse, et il ne faut pas qu'il se trompe au point de départ. Euh, dans une usine, on va dire, nucléaire, le fait de se tromper, ça peut être très, très, très lourd pour, je veux dire, l'environnement, sur des kilomètres. Imaginez-vous qu'il y a une mauvaise régulation qui se fait, mais que la régulation devient folle. Enfin, il y a une perte voilà, de commande, une perte de commande de l'utilisateur vis-à-vis de la réaction chimique. Ben, c'est un impact majeur sur Terre, hein, parce que ça va impacter voilà, peut-être une explosion nucléaire, une explosion de réacteur nucléaire, et donc avec échappée de rayonnements gamma. Des rayonnements gamma qui vont, je veux dire, porter préjudice, je veux dire, à l'environnement extérieur. Donc ici, on demande à celui qui travaille dans une usine de chimie, de, de, de faire son travail dans les règles de l'art et d'être en collaboration avec, ses, avec ses collègues. Il ne s'agit pas ici de jouer l'apprenti sorcier, et de croire qu'on est à l'école et que bon, on peut tout se permettre en toute liberté. Parce qu'une usine, c'est une usine. Une usine, c'est pas l'école. Ça n'a rien à voir. On demande dans une usine d'avoir le plus voilà, d'affinité et donc de relations entre les collègues de manière sereine et honnête, de façon à ce que tout, ce- tout ce qui est fait dans les règles de l'art. Et pas que quelqu'un cache quelque chose, son savoir, ou veut travailler tout seul sur un process, parce que s'il arrive un accident, bon, les responsabilités, il faudra aller les chercher quelque part, hein. Donc, jouer à l'apprenti sorcier, vouloir faire, vouloir montrer qu'on connaît tout mieux que les autres, ça, c'est à l'école. C'est à l'école. Il y a peut-être un esprit de compétition à l'école. Bon, on fait en sorte que, bon, on essaie de réussir par rapport à ses collègues, quitte parfois à les entasser. Bon, ça, certains réagissent comme ça dans certaines écoles, mais dans une entreprise, c'est pas comme ça. On n'entasse pas son collègue parce que le jour où il y a un accident grave, ben, les responsabilités, c'est devant la justice, hein. On peut porter préjudice gravement si, je veux dire, une personne veut jouer l'apprenti sorcier, à vouloir tout connaître, tout savoir tout seul, alors qu'il se trompe et qu'il n'a pas fait appel à ses collègues juste voilà, par un souci on va dire, il n'a pas été humble. Il n'a pas, il a pas été, il n'a pas joué la carte de l'humilité. Il a voulu jouer la carte de, voilà, de la, euh, euh,
de moi je sais tout, moi je connais tout, et moi c'est moi qui fais tout, et les autres n'ont rien à savoir. Ouais, dans une entreprise, c'est pas comme ça, on paye pas les gens pour faire ça, pour jouer à ce jeu-là. C'est un bête jeu, je veux dire voilà, on va dire un jeu d'adolescent, on va dire. C'est un jeu d'adolescent, parce que quand on est adulte, on rentre dans une entreprise, on joue pas à ce jeu-là. Je vous dis, ça peut porter gravement préjudice. Voilà, à l'entourage, voilà, et il peut y avoir un accident grave, et puis la personne va se décharger, elle va se dire, bon, c'est pas moi, c'est l'autre, voilà, c'est toujours comme ça, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, ce qu'on demande dans une entreprise, c'est de travailler en collaboration avec ses collègues. C'est pas de travailler seul et de faire tout seul et de se dire, moi, je connais tout et les autres, bon, ne connaissent rien. Donc, la carte hautaine, ça ne marche pas dans en entreprise, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que le jour où il y a l'accident, où on a ou pas qu'un accident, hein. Si par exemple, une personne s'est trompée dans le process et qu'elle produit trop de produits ou je sais pas, s'est trompée dans le process, mmh, voilà, que le produit était mal fabriqué, ben, ça a un coût, ça a un coût. Alors si elle a voulu jouer la personne qui savait tout, qui connaissait tout, bah, à ce moment-là, il faut aller chez voilà, la direction, et pouvoir, voilà, répondre au desiderata de pourquoi la machine a sorti. C'est sûrement pas la machine qui s'est trompée, hein. Donc c'est sûrement, voilà, heu soit on a mal programmé en commande automatique ou soit, en manuel. Bon, ça a été, heu on a mal, établi le protocole pour pouvoir produire, ce qu'il fallait. Je vais voir ici donc, les signes visibles qu'on peut voir apparaître dans une réaction. Donc initier une réaction, on peut le faire, hein. Bon, le tout c'est de trouver quels sont les produits qui pourraient entrer en jeu, et bien sûr, c'est pas de trouver n'importe quel produit, hein, parce que, si les produits viennent altérer la réaction, de manière très importante, bah, c'est qu'on a choisi des mauvais produits pour initier. Donc il faut trouver des produits qui en finalité va donner ce qu'on veut, hein. Donc c'est toute une, on va dire, je ne vais pas parler d'alchimie parce qu'ici c'est pas de l'alchimie, c'est toute une alchimie, voilà, de faire comment à partir de réactifs, comment on va arriver au produit. Alors qu'on peut avoir toute une succession de réactions qui vont avoir lieu et peut-être engendrer de nouvelles réactions pour pouvoir initier certaines réactions. Et le tout, c'est comment faire en sorte que, voilà, le process se passe correctement, et qu'on arrive à la finalité des besoins. C'est surtout que qu'on a un besoin final en produit, ouais, ben, en produit, c'est de trouver comment on arrive à son besoin, hein. Une entreprise demande, voilà, un médicament pour, heu contre l'acidité, mais c'est comment trouver ce médicament, bien sûr faire une étude de base, heu heu, une étude de base, parce qu'on aura des études, hein, des études, on aura, hem, voilà, on va essayer de comprendre tout d'abord le processus, on va comprendre des processus, médicaux. Une fois qu'on a compris les processus médicaux au travers de l'étude, bah, à ce moment-là, on fait une étude justement des produits chimiques, comment les initier pour pouvoir répondre à ces processus médicaux qui sont défaillants, parce qu'on va bien sûr, il y a le processus médical, qui est l'organe qui fonctionne correctement, mais il y a aussi le processus médical, de l'organe qui fonctionne, dysfonctionne. Et donc on va répondre par des médicaments, bien sûr, pour l'organe qui dysfonctionne, parce qu'on va pas prendre un médicament quand l'organe fonctionne, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ici, on a des signes visibles pour les réactions. On a des signes visibles, d'une réaction. Heu, alors, une réaction, peut s'accompagner de plusieurs signes, on va dire observables. Je vous rappelle que la chimie, c'est une science expérimentale, hein. Donc basée sur, l'expérimentation. D'ailleurs, dans les écoles, normalement, on doit faire ils ont des laboratoires, ils ont des cours de chimie, alors des cours, voilà, mais ils ont aussi des laboratoires de chimie. Alors quand
le laboratoire est trop dangereux, bah, il est fait par le professeur et les élèves regardent. Mais maintenant, les élèves manipulent aussi de la chimie au travers du matériel qu'ils ont en leur possession. Le problème, c'est que certains élèves cassent du matériel et que d'année en année, bon, ça commence à avoir un certain coût pour le laboratoire de chimie. Idem pour le laboratoire de physique, hein, parce que le matériel, ça coûte, hein. Alors, quelqu'un qui viendra casser un appareil, bon, si l'assurance intervient, ça va, c'est l'intérêt. Et chaque fois, s'il y a un élève qui casse quelque chose, c'est vraiment embêtant pour, c'est vraiment embêtant pour le laboratoire. Et donc, d'année en année, bon, s'il n'y a pas les budgets, euh, les, euh, les budgets pour pouvoir faire fonctionner des laboratoires de chimie ou de sciences physiques, voire d'électricité, eh ben, ce qui va se passer, c'est que d'année en année, il y aura de moins en moins, voilà, de, de matériel. Et donc, ça va être, on va dire, quelque chose de très dommageable pour les étudiants, les élèves, pour l'apprentissage du cours de chimie. Parce que le cours de chimie, on l'apprend, bien sûr, au travers d'expérimentation. C'est au travers des expériences. Alors, quand les élèves commencent à mettre leur blouse blanche, dans les écoles, ils commencent à. La première chose qui vient à l'esprit, c'est les gens vont commencer à ah, voilà, s'amuser, c'est amusant. Pour les personnes qui mettent à la une chemise blanche, ils vont commencer voilà, s'en amuser. En fait, non, il faut prendre les choses au sérieux. Bon, on met une blouse blanche, c'est pour pas se tacher, voilà, au travers de manipulations chimiques, de produits qui seraient, on va dire, soit mordants, soit euh, qui pourraient changer la nature de vos vêtements. Donc on protège ses vêtements, voir sa peau contre. Alors on peut mettre aussi des lunettes, hein. On peut mettre des lunettes, on peut mettre des gants. On peut mettre aussi un masque s'il y a des vapeurs. Maintenant, s'il y a des petites vapeurs, parce que si, s'il y a beaucoup de vapeurs dangereuses, à ce moment-là, on met on peut mettre des hôtes, etc., avec des sorties, voire isoler la réaction chimique pour ne pas respirer une quelconque euh, partie des gaz, on va dire, nuisibles euh, à la respiration. Donc la chimie est une science expérimentale. Les élèves ont des laboratoires de chimie, physique, d'électricité, voire d'autres types de laboratoires. Mais en tout cas, ça s'apprend, je veux dire, c'est une science expérimentale qui s'apprend en laboratoire. Et donc, les entreprises qui fabriquent euh, euh, des produits chimiques, par exemple les médicaments, ben là, en plus de ça, il y a euh, un service qui est un service de recherche. Alors, il y a le savoir-faire, bien sûr. Par exemple, je prends le laboratoire Sandoz, ça fait des années qu'il existe. Ils ont toute une documentation qui leur est propre, une documentation qui est leur savoir-faire, qui est leur savoir. Alors, ils ont leur propre chimiste, là, expérimenté, ils ont leur savoir-faire. Donc, ils ont le savoir de par la documentation qu'ils possèdent, et ils ont le savoir-faire de par voilà, les, les travailleurs du monde de la chimie qu'ils possèdent. Je parle du laboratoire Sandoz qui fabrique des médicaments. Donc, vous voyez qu'il y a un laboratoire de recherche. Ils ont bien sûr euh, des usines de fabrication avec des process industriels. Ils ont toutes sortes de laboratoires, hein, voilà, ils ont les chimistes, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, fabriquer les médicaments euh, qu'ils fabriquent. Donc, tout ce qu'on va voir, on verra ça par les cinq sens, hein. Alors, les cinq sens, je vous rappelle que c'est le goûter, le toucher, la vue, l'odorat et euh, j'en oublie un, je sais plus c'est lequel, il ne me vient pas à l'esprit, mais enfin bref, la vue, donc tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible, ben, déjà peuvent être euh, euh, la vue, on peut sentir, réaction chimique, on peut la voir, avec changement de couleur, etc. La vue, l'odorat, on peut toucher, voilà, voir si c'est chaud, froid, etc. etc. On peut goûter, bon, quand c'est bien sûr, quand on peut le faire, parce que sinon on peut,
Voilà. Et un cinquième sens qui me revient pas, je ne vois pas c'est lequel, j'ai oublié, c'est la vue, le toucher, goûter, odorat, vue. Enfin, il y en a un qui m'échappe. Il y en a un qui m'échappe, il me revient pas. Mais si je retrouve, je vous le dirai. Euh, oui, les oreilles. Ouais, ici, c'est l'odorat, pas l'odorant. Donc c'est le son. Si on est capable d'entendre des sons, ça c'est les oreilles. Les oreilles, c'est euh, système, voilà, l'auditif. Donc une réaction peut être voilà, interprétée de manière visuelle, de manière où on peut sentir des choses, on peut goûter certaines choses, il faut faire attention à ce qu'on goûte bien sûr, au toucher, voilà, et à ce qu'on entend. Alors, les signes visibles, bien sûr, c'est la production d'énergie, hein. Production, bon, on ne produit pas que de l'énergie, on peut avoir de l'absorption d'énergie. Absorption d'énergie. Enfin, d'énergie. Alors, cette énergie, attention qu'elle peut être de différents types, hein. Énergie chimique, énergie euh, thermique, énergie nucléaire, énergie calorifique, et énergie... ouais, c'est toutes les formes d'énergie qu'on a. Énergie électrique, etc. Voilà, donc, quand je dis production-absorption, c'est toute forme d'énergie, hein. Alors, bien sûr, on a l'apparition d'un corps nouveau, c'est le but, hein. C'est le but. Pour passer des réactifs aux produits, on a l'apparition du corps nouveau. Et donc, ce nouveau corps, je vous rappelle ici que la Terre a été construite, a été formée pendant de 4,5 milliards d'années, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà, elle s'est fait par processus temporel au fur et à mesure, hein. Ouais, voilà, il a fallu d'abord fabriquer, voilà, d'abord on avait un corps chaud, puis qui s'est refroidi, puis ça a donné de l'eau, et puis après on a des microparticules, et puis après c'est bon, on a eu tout une panoplie de changements comme ça. On a du changement, c'est quelque chose de temporel, hein. C'est du changement avec des nouveaux corps qui apparaissent. Donc on a sans cesse du changement, avec le temps bien sûr, hein. Donc on a des événements. Ce sont des événements qui se produisent avec le temporalisé, à un point tel qu'à un moment donné, on a eu de petites particules qui étaient dans l'eau, qui étaient des, comment on appelle ça, je sais plus comment ce qu'on appelle ça, mais enfin dans l'eau, on avait des petites particules dans l'eau, voilà, vivantes, biologiques, les premières particules vivantes dans l'eau. À partir de là, on s'est retrouvé avec les événements successifs pour former, voilà, de l'ADN. Et puis on a eu les dinosaures, hein. Ça a donné les dinosaures. Donc vous voyez que de petites choses, on a eu des grandes choses qui sont apparues. Et tout ça est le fruit d'un calcul, voilà. euh, c'est un mélange de physique, de biologie, de chimie. Donc ces trois sciences, biologie, chimie, physique, euh, voilà, trois sciences, et bien sûr l'outil mathématique qui se cache derrière, qui a formaté tout ça, qui a formaté pour avoir cette évolution temporelle avec le changement des événements au cours du temps, qui ont donné qu'on avait des dinosaures avec toute une panoplie, voilà, euh, d'êtres vivants tels que les plantes. Parce qu'au début, il n'y avait pas de plantes, hein, je vous le dis tout de suite. On part d'une planète chaude qui se refroidit, qui donne de l'eau. Et puis après, commence à un moment donné les premiers corps vivants. Voilà.
protozoaires, etc. Voilà. Et, et puis, les plantes arrivent là, et puis bien sûr, les plantes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la nourriture pour les herbivores. Alors, la terre est remplie de plantes à ce moment-là, quand il y a beaucoup de plantes, avec tous des micro-organismes, etc., pour pouvoir faire en sorte qu'on a une vie, une vie naissante. Et puis après vient des petits animaux, puis de plus en plus gros, etc. Et puis après ça donne, voilà, les dinosaures. Alors bien sûr, ça a donné une famille, des familles d'animaux, hein. Parce qu'on n'a pas eu que une famille d'animaux, on a eu différentes familles d'animaux. Les animaux terriens, aériens et marins. Et puis à côté de ça, après, enfin, bon, enfin, on a l'apparition de l'être humain, voilà, avec euh, une alchimie bien faite pour pouvoir faire en sorte que on a un être humain. Et à partir de là, on a un être humain doué d'une certaine forme d'intelligence qui est capable de créer. Voilà. Donc tout ça, c'est des signes visibles, voilà, de changement. Changement. Les signes visibles de l'existence d'une réaction, ben, euh, euh, elle s'accompagne on va dire, de plusieurs signes observables par la vue, hein. Donc la vue, on, euh, on est doué d'une certaine vue. Mais bien sûr, il y a un créateur à tout ça, hein. C'est une création qui est organisée. Ouais, qui dit création organisée, dit créateur, hein. Oh, c'est aussi simple que ça. Il y a pas photo. Ça vient pas on peut pas faire on va dire euh, partir de n'importe quoi, créer quelque chose. Bon, seule une création par un créateur permet de faire ça, hein. Ça vient pas tout seul. Ceux qui croient ça, bon, je veux dire, ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Parce que derrière tout ça, il y a des calculs, hein. Il y a des constantes, et tralali, tralala. C'est des mélanges faits sur base de plusieurs années, des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc, il y a une création avec un créateur derrière. Et donc, le créateur nous a donné d'un corps avec une vue. Donc, euh, la vue permet justement de voir l'existence, euh, de rendre visible l'existence d'une réaction chimique. Voilà. L'odorat permet de sentir l'existence d'une réaction chimique. Voilà. Alors, la vue, un autre signe visible, c'est on a l'apparition de corps nouveaux, mais on a aussi la disparition d'un des réactifs, hein, ou de tous les réactifs. On peut avoir la disparition d'un des réactifs, voire de tous les réactifs. On peut avoir des changements de couleur, voilà, des apparitions, voire des changements d'odeur, et donc là, c'est l'odorat qui intervient. C'est l'odorat qui intervient. Voilà, et donc les réactions peuvent être rapides, voire lentes. Par exemple, comme je vous ai dit, la formation du pétrole, c'est 10 exposants cette année, 10 exposants cette année pour la formation du pétrole. Donc c'est une réaction qui se fait sur voilà, plusieurs millions d'années, hein. On va dire c'est 10 millions d'années, hein. La formation du pétrole sur 10 millions d'années, 10 exposants cette année. Alors la formation de la rouille, ben, ça dépend. La rouille peut apparaître sur, sur quelques mois, ça dépend voilà, le type de. Voilà, la rouille, ça peut être de quelques mois, quelques années, on va dire ça comme ça. Si vous griffez votre voiture, qui a plus de couleur, allez voir la rouille, après combien de temps elle vient. Ça peut être à partir de quelques mois, quelques années. Bien sûr, contre la corrosion, on met des couches, hein. On met des couches contre la corrosion, justement, des couches protectrices et puis des couleurs. Donc maintenant, si vous griffez la couleur et puis la couche protectrice, ben, elle sera sujette à la corrosion. Alors, une explosion, ça peut être 2 millisecondes, hein. 2 millisecondes pour une explosion. Alors, je pourrais faire aussi une échelle d'énergie, hein, consommation d'énergie de certains types de réactions, et voir qu'est-ce qu'elle consomme en énergie, qu'est-ce qu'elle
qu'est-ce qu'elle consomme ou qu'est-ce qu'elle produit. Parce que je peux produire en énergie, euh, en énergie, voilà, vue sous forme d'enthalpie, euh, d'enthalpie, euh, d'enthalpie. Alors tout ça, bien sûr, derrière se cache l'entropie, hein. Pour partir, voilà, d'un chaos, pour en arriver à quelque chose il faut comprendre ce que c'est que euh, l'entropie. On part pas d'un phénomène qui est tout azimut, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, hasardeux, pour arriver à quelque chose qui n'est plus hasardeux. Parce que du hasard, à arriver à du construit, c'est ça qui pose question. Du hasard, arriver à du construit, voilà. Les réactions ne se font pas de manière hasardeuse pour arriver à quelque chose de construit, hein. Voilà. Donc quelqu'un qui fait ses réactions, il calcule, hein. Je vous l'ai dit, c'est des process. Alors, il faut régler la température, la pression, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous disais que euh, la Terre ne s'est pas fait, et toutes les planètes aussi, hein. Toutes les planètes, elles sont construites sur base voilà, de dosage, de bonnes de bon dosage, bon dosage. Donc il faut doser tout ça. Donc partir du n'importe quoi pour arriver à quelque chose de construit, ça fait bizarre, ça fait très étrange. Vous voulez tout de suite. Donc la Terre n'a pas été construite de manière, on va dire, hasardeuse au point de départ pour devenir quelque chose, pour devenir ce qu'elle est. D'autant plus que la Terre n'est pas seule, hein. Bon, la Terre, pour qu'elle soit Terre, avec toutes les bonnes conditions de température et de pression, il faut qu'on soit à une certaine distance du Soleil. Et donc il faut qu'il y ait un Soleil. Voilà, il faut qu'il y ait un soleil. Donc vous voyez que, heu il y a un soleil, et puis il faut une planète, cette planète doit être à une certaine distance de la Terre du soleil, pour pouvoir avoir les bonnes conditions, voilà, donc tout ça, ça a été placé, hein. Le système solaire a été placé et dans l'univers, tout est organisé de manière à ce que tout a été calculé, hein. Tout. Et derrière, bien sûr, se cache ce qu'on appelle les notions de force, hein. Parce que qui dit énergie dit force. Voilà. Donc c'est de la physique et de la chimie c'est de la science, physique, chimie et sur Terre, biologie en plus, euh, qui a joué son rôle, le jeu. Le jeu pour avoir voilà, le jeu de la vie, justement, le jeu de la vie, voilà, où, quelqu'un qui vit, qui a plein de conscience, ben, plein de conscience, c'est quoi? C'est avoir la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, et l'audition. Et l'audition. Et donc à partir de là, ben, il peut communiquer avec le monde extérieur. Et communiquer avec le monde extérieur, c'est de voir, pouvoir provoquer de lui-même des réactions chimiques, de voir quand des réactions se passent ou se produisent dans son entourage. Donc, on demande à un laborantin, par exemple à un étudiant, d'avoir toutes ses facultés, voilà, facultés à tous les niveaux, hein, que ce soit vue, odorat, toucher, goûter, auditif, voire mental, pour pouvoir euh, assister, voire euh, mm, assister à un laboratoire de chimie. Donc, c'est de communiquer avec le monde extérieur. L'être humain communique avec le monde extérieur, voilà, pour pouvoir euh, provoquer, fabriquer ses propres produits, voir, euh, voir, regarder, observer ce qui s'y passe autour de lui au niveau des réactions chimiques. Et il y en a des nombres. Je vous dis, dans le corps, rien qu'au sein du corps, il y a d'innombrables réactions chimiques, hein. Voilà. Euh, voilà. Alors, le soleil lui-même fait des réactions lumineuses, hein. Voilà, le soleil, qui est une énergie, on va dire, lumineuse, euh, qui va être absorbée par tout ce qui est vert. Vert, bon, les plantes vertes, on va dire. euh, Par exemple, la chlorophylle, hein, qui devient porteur d'énergie. Et après, on a ce qu'on appelle, une fois qu'elle est porteur d'énergie au travers de la lumière du soleil, ben, elle devient une chlorophylle activée. Et alors à ce moment-là, il y a tout un processus qui va être joué, hein. Voilà, ça va être divisé en deux groupes. Un, un qui, un qui va scinder l'H2O en 2H et de l'oxygène. Mm. Et le 2H est capturé par le NADP qui est accepteur.
d'hydrogène pour former bien sûr le NADPH2. NADPH2. NADPH2 qui va bien sûr, qui sera utilisé dans les réactions obscures. Voilà, ça c'est quand la chlorophylle activée est scindée. Donc, et de l'autre côté, d'un côté elle est scindée, ouais, d'un autre côté, on va ajouter voilà, au phosphore, on va ajouter le phosphore à l'ADP qui est porteur d'énergie pour former de l'ATP. Voilà, on va rajouter un phosphore à l'ADP, qui est l'adénosine diphosphate, pour devenir l'adénosine triphosphate, parce qu'on lui rajoute à l'adénosine diphosphate un phosphate pour devenir l'adénosine triphosphate, qui est le produit, qui emmagasine bien sûr l'énergie qui sera utilisée dans les réactions aussi obscures. Alors réaction obscure, c'est dans le noir, hein, c'est en phase, il y a la phase lumineuse et la phase obscure. Voilà, il y a deux phases. Donc vous voyez qu'il y a des réactions qui vont se faire en phase lumineuse et des réactions qui vont se faire en phase obscure. Bon, tout ça c'est pour vous dire que voilà, la chimie va est de, euh, la chimie va répondre à de nombreuses réactions qui sont au quotidien, au quotidien. C'est continuel, c'est continuel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie, il y a des réactions chimiques. Tant qu'il y a un univers existant, il y a des réactions chimiques. Tant qu'il y a la Terre qui est existante, il y a des réactions au sein de la Terre. Donc tant qu'il y a quelque chose qui vit, il y a des réactions chimiques. Tant qu'un être humain vit, en son sein, il y a des réactions chimiques. Voilà, tant qu'il vit, il y a des réactions chimiques en son sein. Si la Terre, tant qu'elle vit, la Terre, bien sûr, il n'y a pas de réaction chimique sur Terre parce qu'elle n'existait pas il y a 10 milliards d'années. Mais maintenant qu'elle vit, elle subit toute une panoplie de réactions chimiques. Euh, alors, tout ce qui est dans l'univers, on dira, tout ce qui est dans l'univers est soumis aux lois de la physique et de la chimie, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est dans l'univers, hors la Terre dans l'univers, l'être humain est sur Terre et donc dans l'univers, donc on est dans un système qui est l'univers et qui permet toutes ces réactions chimiques. Je vous remercie.